cette leçon numéro 11, nous allons considérer la notion de probabilité conditionnelle et par la suite la notion d'indépendance. Donc probabilité conditionnelle et indépendance. Cette notion va jouer un rôle très important dans ce qui va suivre et donc cette leçon a vraiment un intérêt capital. Alors, dans cette leçon, nous allons dans un premier temps définir la probabilité conditionnelle. Et puis par la suite, on va exploiter cette notion de probabilité conditionnelle pour parler de l'indépendance d'événements. Alors, pour ce qui est des probabilités conditionnelles, on va introduire ceci à travers un exemple. Alors, exemple 1, une population de 2000 personnes est constituée de 55% de mâles et de 45% de femelles. Parmi les femelles, 10% sont atteintes du cancer, alors que parmi les mâles, on a 15%. Donc 55% de mâles, 45% de femelles. Parmi les femelles, 10% sont atteintes par le cancer et parmi les mâles, 15%. Alors, une personne est prise au hasard dans cette population. Considérons les événements suivants. Premier événement, noté M, la personne est un mâle. Deuxième événement, noté F, la personne est une femelle, la personne qui a été tirée au hasard dans cette population. L'événement C, la personne est atteinte du cancer. Donc C, c'est un événement qui dit que la personne est atteinte du cancer, peu importe si elle est mâle ou femelle. Donc on a noté M pour correspondre à mâle, F pour correspondre à femelle et C pour correspondre à cancer pour qu'on puisse se retrouver dans la suite. Alors, il est évident que P de M est égal à 0,55. C'est tout simplement dû au fait que dans la population, il y a 55% de mâles. Donc, pour que la personne soit mâle, les chances, c'est 55%. Donc, c'est 0,55. Même chose pour F. Pour que la personne soit femelle, les chances, c'est 0,45. Alors que PC, c'est-à-dire la probabilité que cette personne-là soit atteinte du cancer, qui est la proportion des cancéreux dans toute la population, on ne la connaît pas à ce niveau-là. Et donc, elle demande un certain calcul qui va prendre en compte les 4 pourcentages cités ci-dessus. Donc, je vous rappelle que ce 55%, il vient du fait que nous avons 55% de mâles, 45% de femelles. Nous savons combien il y a de cancéreux parmi les mâles, nous savons combien il y a de cancéreux parmi les femelles, en termes de pourcentage, bien sûr. Mais nous ne savons pas exactement le pourcentage de cancéreux dans la population, et c'est à ça que nous nous intéressons ici. Alors, des événements constitués à partir des 3 événements que nous avions déjà vus. M inter C. Je vous rappelle que le symbole inter, pour les événements, il a un sens puisque nous manipulons des ensembles, mais en même temps, pour la réalisation d'événements, il signifie un et, donc une réalisation simultanée des 2 événements. Donc M inter C signifie que la personne est un mâle et il est atteint. Donc, signifie que cette personne-là, il est à la fois mâle et atteint. F inter C signifie que la personne est une femelle et elle est aussi atteinte. Donc, c'est la réalisation simultanée de l'événement M et C et de l'événement F et C. La probabilité de M inter C, qui signifie que c'est les chances que l'individu qu'on a pris au hasard soit un mâle cancéreux, est égale à la proportion des mâles cancéreux dans toute la population. Ce n'est pas 0,15 que nous avions déjà vu comme en termes de pourcentage, 15%. Ce 0,15 représente la proportion des mâles cancéreux dans la sous-population des mâles, donc parmi les mâles, et non pas parmi toute la population constituée à la fois de mâles et de femelles. Donc ceci reste encore à calculer. Ce dont nous disposons maintenant, c'est la proportion des cancéreux dans la sous-population des mâles.
Si une fois la personne est tirée, et avant d'être dépistée, on sait que c'est un mâle, alors cette information est incorporée pour évaluer les chances qu'il soit atteint. Ces chances sont précisément 15%. Alors, en se basant sur la mise en garde que je viens de faire, maintenant, les choses sont un petit peu différentes. La personne est là, elle a été tirée. On sait que c'est un mâle, donc on sait déjà que c'est un mâle. Mais on ne l'a pas encore examiné pour savoir si ce mâle est cancéreux ou pas. Et maintenant, nous sommes en train de faire des pronostics sur les chances qu'il soit atteint ou pas. Eh bien, dans ce cas-là, nous pouvons nous référer à 15%, donc 0,15, qui représente le pourcentage des personnes atteintes dans la sous-population des mâles et non pas dans la population totale. Alors, le calcul se fait relativement à la population des mâles pour obtenir 0,15. On parle donc de la probabilité que la personne soit atteinte du cancer sachant que c'est un mâle. Donc, nous allons calculer, nous considérons ce 0,15 comme étant la probabilité que la personne soit atteinte, mais après avoir incorporé l'information dont nous disposons maintenant, c'est que cette personne-là, c'est un mâle. On note cette probabilité P de C/M/ exprimera toujours sachant. Donc, c'est la probabilité que la personne soit cancéreuse, sachant que c'est un mâle. Et justement, la probabilité C sachant M est dite probabilité conditionnelle de C sachant M. P de C sachant M n'est ni P de C, ça on l'a déjà expliqué, ni P de C inter M, puisque le calcul de ces deux probabilités va se référer à la population entière et non pas à la sous-population des mâles, alors que celle-ci, c'est en termes de pourcentage par rapport à la population des mâles. Donc, si on regarde maintenant le rapport de ces deux quantités-là, qui ne sont pas du tout celles-ci, la probabilité C inter M divisée par la probabilité de M, en termes de proportion, celle-ci, c'est la proportion des individus qui sont à la fois mâles et cancéreux dans toute la population, et celle-ci, c'est la population des mâles dans toute la population. Finalement, la référence par rapport à la population va nous donner une simplification pour qu'en fin de compte, ceci serait égal à la proportion des mâles cancéreux dans la sous-population des mâles. C'est précisément P de C sachant M. C'est comme ça qu'on l'a défini. Et donc maintenant, nous avons une formule qui va nous permettre de calculer cette nouvelle probabilité que nous venons d'introduire en tant que probabilité conditionnelle. Donc par suite, la probabilité de C sachant M, qui, je répète, signifie que nous sommes en train d'évaluer les chances que la personne soit cancéreuse, sachant qu'elle est mâle. Donc on sait déjà qu'elle est mâle. Elle est égale au rapport entre la probabilité que la personne soit à la fois cancéreuse et mâle, divisé par les chances que la personne soit mâle. Donc voilà, à partir de probabilités ordinaires avec lesquelles nous sommes familiers jusqu'à maintenant, nous pouvons calculer la probabilité conditionnelle, qui est la notion nouvelle que nous venons d'introduire ici. C'est la formule qui permettra d'exprimer la probabilité conditionnelle d'un événement sachant un autre, donc d'un événement C sachant un autre M. Alors, dans notre exemple, P de C sachant F, c'est 0,10, puisque la proportion des cancéreux parmi les femmes ou les femelles, c'est 10%. Donc, ceci, c'est tout simplement en échangeant M par F. Le M, on a déjà montré comment on peut le calculer sous forme d'expression, mais sa valeur, on l'a déjà, parce que la proportion des cancéreux parmi les mâles existe. Et donc, ici, on utilise aussi la proportion des femelles malades parmi les femelles, et ça nous donnera la probabilité conditionnelle que la personne soit cancéreuse, sachant qu'elle est femme. Donc, quand on entend sachant, ça veut dire que cette information existe déjà, elle est à notre disposition. Alors, P de C
elle est égale à P de C inter M plus P de C inter F. Pourquoi cette somme? C'est parce que, tout simplement, l'événement M et F sont des événements complémentaires. La personne, soit qu'elle est mâle, soit qu'elle est femelle. Donc, la probabilité qu'une personne soit cancéreuse, c'est la probabilité que la personne soit cancéreuse et c'est un mâle, plus la probabilité qu'elle soit cancéreuse et c'est une femelle. Donc, nous pouvons exploiter la relation entre la probabilité conditionnelle et la probabilité inconditionnelle pour finalement montrer que ceci c'est ça et donc la calculer. Maintenant, nous avons la probabilité que la personne soit à la fois cancéreuse et mâle, c'est 0,0825. Même chose pour la personne soit cancéreuse et femelle, c'est 0,045. Le total va nous donner 0,1275. Donc, finalement, nous sommes arrivés à établir que la proportion des personnes cancéreuses dans toute la population, femelles et mâles confondus, c'est 12,75. Donc, c'est presque 13%. La propriété de la probabilité conditionnelle, bien sûr, si A et B sont deux événements quelconques, et si AC est l'événement complémentaire de A, alors la probabilité de A sachant B plus la probabilité de AC sachant B est égale à 1. Après l'avoir exprimé comme étant la probabilité de A inter B plus la probabilité de AC inter B divisé par la probabilité de B en termes d'expression qui nous exprime les probabilités conditionnelles en fonction des probabilités inconditionnelles. Donc, la propriété ici, c'est que si on garde cet événement comme étant un événement fixe, donc c'est l'information dont nous disposons, puisque nous disons sachant, la probabilité conditionnelle de A, sachant plus la probabilité conditionnelle de C, sachant B dans les deux cas, se comporte comme c'est une probabilité, puisque la somme, c'est égal à 1. La somme des probabilités conditionnelles de deux événements complémentaires, c'est toujours 1. Des fois, on note P indice B de A égale à P de A inter B. Parce que de toutes les façons, l'événement qui va nous intéresser, c'est A, et l'événement par rapport auquel on conditionne, c'est B, donc c'est l'information dont on dispose pour évaluer les chances de la réalisation de cet événement A. Remarque, P de A sachant B plus P de A sachant BC n'est pas nécessairement 1. Attention. Tout à l'heure, on avait le même B ici, mais on avait le A et le AC, et la somme était égale à 1. Mais quand on a le même A, mais le B après le slash et le BC après le slash, la somme n'est pas nécessairement égale à 1. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait déjà auparavant. Alors, un deuxième exemple. Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules noires. On décide de tirer une boule au hasard, puis une deuxième boule au hasard parmi les 6 restantes. Ça veut dire que le deuxième tirage se fait sans remise. Considérons les événements suivants. A, la première boule est rouge. AC est évidemment le complémentaire de A, donc la première boule est noire. B, la deuxième boule est rouge. Et automatiquement, BC, la deuxième boule, serait noire. Donc, A inter B, ça veut dire que les deux boules sont rouges. La première est rouge et la deuxième est rouge. On a P de A est égal à 3/7. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons déjà, puisque nous avons 3 boules rouges dans l'urne. Quand on a 7 boules au total, nous faisons un tirage aléatoire. Les chances que la boule soit rouge, c'est tout simplement le nombre de boules rouges sur le nombre total de boules, c'est 3/7. Maintenant, si nous nous intéressons à P de B sachant A, elle est égale à 2/6. Pourquoi? D'abord, quelle est la signification de P de B sachant A? C'est les chances d'observer une boule rouge dans le deuxième tirage, sachant qu'on a déjà observé une boule rouge dans le premier. Alors, si on a déjà observé une boule rouge dans le premier,
parmi les 6 boules restantes, il nous reste 2 boules rouges. Et donc, les chances d'observer une boule rouge dans ce deuxième tirage, c'est tout simplement les 2 qui nous restent divisé par 6. Le P de B, sachant assez, c'est la probabilité d'observer une boule rouge dans le deuxième tirage, sachant que dans le premier, on a observé une boule noire. Alors, si dans le premier tirage, on a observé une boule noire, bien évidemment, il nous reste dans l'urne 6 boules, mais les boules rouges sont toutes là. Aucune n'est sortie dans le premier tirage, ce qui fait que la probabilité, c'est 3/6. Donc, à chaque fois, on se réfère à la structure de l'urne pour voir comment on calcule la probabilité dans le deuxième tirage. Donc, tout dépend de ce qui est sorti dans le premier. Maintenant, si nous nous intéressons à la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boule rouge dans le deuxième tirage, c'est P de B inter A plus P de B inter AC pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. A et AC sont des événements complémentaires. Nous revenons à la définition de la probabilité conditionnelle et nous voyons que le produit, c'est la probabilité d'intersection. Même chose ici. En remplaçant chaque probabilité par les valeurs que nous avons, nous retrouvons finalement 3/7. Donc, ce qui est important dans ce calcul, ce n'est pas le calcul lui-même, mais c'est le résultat que nous retrouvons. Des fois, on croit que dans un deuxième tirage sans remise, les chances d'obtenir une boule rouge, ce n'est plus 3/7, comme pour le premier tirage. Ce n'est pas vrai. Ce qui est différent, c'est la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire calculer la probabilité en utilisant l'information concernant ce qui s'est passé dans le premier tirage. Mais si on n'utilise pas cette information, si on ne l'a pas, les choses restent telles qu'elles étaient au départ. Donc la probabilité de B, c'est 3/7, comme celle de A. A, c'était le premier tirage et rouge. Donc premier tirage rouge, c'est 3/7, deuxième tirage rouge, c'est 3/7. Ce qui changera, c'est la probabilité conditionnelle en incorporant l'information de ce qui s'est passé dans le premier tirage. Indépendance d'événements. Exemple 2, suite. On effectue 2 tirages successifs avec remise. A, premier tirage donne une boule rouge. B, le deuxième tirage donne aussi une boule rouge. Alors, P de B, sachant A, est égal à P de B est égal à 3/7. Ceci, on ne l'a pas fait à travers un calcul, mais on l'a fait tout simplement à travers le fait que la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage, sachant qu'on a déjà obtenu une boule rouge au premier tirage, reste la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, la boule qu'on a obtenue, bien qu'elle soit rouge, on l'a remise dans l'urne. Donc, pour ce qui concerne les probabilités, ça ne change rien. Tout à l'heure, la boule était gardée. Donc, les choses étaient différentes. Mais maintenant, la boule qu'elle sort, qu'elle soit rouge ou noire, du moment qu'on l'a remise dans l'urne, la probabilité d'obtenir une boule rouge dans le deuxième tirage, c'est exactement la même que celle d'obtenir une boule dans le premier tirage, puisque le tirage se fait dans les mêmes conditions. L'urne a toujours la même structure, elle contient toujours 7 boules au total, 3 rouges et 4 noirs. Donc le 3/7 vient de ce fait, ça ne demande aucun effort de calcul. Même chose, la probabilité de B sachant AC reste 4/7, et il n'y a aucun problème. Ceci est dû au fait qu'après le premier tirage, la boule tirée est remise dans l'urne. Donc, le résultat du deuxième tirage n'est pas influencé par celui du premier. Donc, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Du moment qu'on remet la boule dans l'urne, qui est sortie dans le premier tirage, même si on l'avait regardée, et même si on savait qu'elle était rouge ou qu'elle était noire, le fait de l'avoir remis dans l'urne ne change rien en ce qui concerne les probabilités de la sortie d'une boule rouge ou d'une boule noire dans le deuxième tirage. Alors, une fois le premier tirage est fait, le deuxième se fait donc dans les mêmes conditions que le premier. Et on dira que les 2 événements A et B sont indépendants. Alors, cette notion d'indépendance, elle est assez importante. Nous allons donner
des formules mathématiques pour la caractériser. Mais en statistique, ce n'est pas une formule mathématique qui est toujours importante. Ce qui est important, c'est de comprendre la signification de ces formules mathématiques, c'est de comprendre ce qui est derrière ces formules mathématiques. Donc ici, nous avions bien vu qu'à travers l'exemple dans sa première version et dans la deuxième, le premier sans remise et le deuxième avec remise, on voyait bien que l'information que nous avions sur le premier tirage, dans le premier cas, était utile pour modifier nos pronostics par rapport au deuxième tirage, mais dans le deuxième cas, il était inutile pour nous. Ce qui fait que dans ce cas-là, nous pouvons dire que le résultat du premier tirage reste indépendant de ce qui s'est passé dans le premier. Donc ce qui sort dans le deuxième est indépendant de ce qui est sorti dans le premier. C'est pour ça qu'on parle de deux événements indépendants. Alors, nous avions déjà vu la formule P de B sachant A est égal à P de B inter A divisé par P de A. On peut caractériser l'indépendance de deux événements A et B par la probabilité A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. D'où vient ceci? Ceci vient tout simplement du fait que la probabilité de B sachant A, c'est aussi la probabilité de B, puisque la proba sachant A ou ne rien mettre, la proba de B, c'est la même chose. Et donc, on peut finalement voir que dans ce cas-là, quand P de B sachant A, c'est aussi P de B, si on a P de B ici, il suffit de multiplier le demande par P de A, donc P de A fois P de B, c'est P de A inter B, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc maintenant, nous avons deux façons de caractériser l'indépendance qui sont équivalentes. La première façon, c'est de dire que la probabilité de B sachant A, c'est aussi la probabilité de B, c'est la même valeur, ou bien que la probabilité de la réalisation simultanée de A et B, donc de A inter B, c'est le produit des probabilités de la réalisation de A et de la réalisation de B. Dans ce cas, on a aussi l'indépendance de AC et B, de AC et BC, et A et BC. Donc, il ne faut pas croire que si A et B sont indépendants, A et BC vont être dépendants. Ce n'est pas vrai. Si A et B sont indépendants, A et BC resteront aussi indépendants. Par exemple, dans l'exemple que nous venons de voir, la probabilité que le deuxième tirage nous donne une boule rouge, sachant que dans le premier tirage on a une boule rouge, cette information ne nous a servi à rien. Mais si l'information est plutôt la première boule était noire, elle ne servira à rien non plus dans ce deuxième cas. Ce qui fait que A et B indépendants signifie aussi que A et B C indépendants, donc A et C, AC et B, A, C et BC. Donc AC c'est le complémentaire de A. Donc quand on dit que A c'est l'événement, premier tirage est une boule rouge, AC, le complémentaire, ça veut dire que le premier tirage est une boule noire. Alors, par exemple, P de AC inter A, c'est P de B moins P de B inter A. Pourquoi? Parce que ce P de B inter A, on peut le calculer comme étant la somme. Finalement, on peut faire revenir celui-là ici et faire passer celui-là ici et montrer que cet ensemble-là, il est inclus dans celui-là et utiliser une formule que nous avions déjà utilisée pour les propriétés des probabilités. Mais comme on a l'indépendance, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc, on peut factoriser P de B qui est un facteur commun ici et retrouver P de B facteur de 1 moins P de A. Mais comme 1 moins P de A, c'est P de A complémentaire, on a P de B fois P de AC. Exemple 1, toujours la suite. On a vu que la probabilité d'être considéré sachant que la personne est un mâle, tiré au hasard, c'est 15%. La probabilité C, sachant F, c'est 10%, 0,10. La probabilité C, on l'a calculée et on a trouvé que c'était 0,1275. La maladie dépend donc du sexe. Nous n'avons pas le même chiffre. Si vous voulez,
P de C sachant M, c'est 0,15, mais P de C, c'est 0,1275. Si ces deux valeurs-là étaient égales, on dirait que la maladie ne dépendra pas du sexe. Alors, encore une fois, est-ce que cette dépendance de la maladie du sexe sera tout simplement exprimée à travers une formule mathématique? Non, pas du tout. Alors, on dira que la maladie, on peut aussi le vérifier à travers les formules mathématiques, que la maladie est indépendante du sexe si elle est répandue dans les mêmes proportions chez les hommes que chez les femmes, chez les mâles que chez les femelles. Donc, si elle est répandue de la même façon, dans les mêmes proportions, on dira qu'elle est indépendante du sexe, parce que finalement, le pourcentage qui est chez les femmes, il est le même que celui qui est chez les hommes, il est le même de cancéreux dans toute la population. Alors, si la maladie était indépendante du sexe, on aurait P de C sachant M est égal à P de C est égal à P de C sachant F. On devrait donc avoir le même pourcentage de cancéreux, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, mais vu les pourcentages qu'on a ici, ce n'est pas le cas. Il y a une dépendance entre la maladie et le sexe. Alors, exemple 3. Un parieur jouant à pile ou face a perdu 4 fois de suite. Il s'est dit que les chances de perdre 5 fois de suite sont faibles. Et il a décidé donc d'augmenter sa mise, croyant qu'il a plus de chances de gagner cette fois-ci, donc la 5e fois. On va voir que cette dernière appréciation est erronée. Je ne crois pas que cette appréciation elle est propre à ce parieur, mais elle peut être partagée par pas mal de gens. Lui, il est en train de jouer à un jeu équitable, il a déjà perdu 4 fois, il va jouer la 5e fois, et il s'est dit que puisque j'ai perdu 4 fois, et puisqu'il y a les chances de perdre 5 fois de suite sont assez faibles, cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de chances de gagner, j'augmente la mise et je saisis l'occasion pour éventuellement récupérer ou gagner plus que ce que j'ai perdu auparavant. Alors, ce parieur a fait une confusion entre les chances de perdre 5 fois de suite, qui sont effectivement faibles. À ce niveau-là, il a raison. Et les chances de perdre pour la 5e fois, sachant qu'il a déjà perdu 4 fois. Donc, c'est ça la confusion qu'il a faite. Et il a confondu entre perdre 5 fois de suite, qui est faible, et là son appréciation était juste, mais ce n'est pas sa situation, parce que sa situation, c'est qu'il a déjà perdu 4 fois, donc il y a cette information, et nous sommes en train de calculer plutôt une probabilité conditionnelle et non pas une probabilité inconditionnelle. Alors, très rapidement, si on note xi pour i entre 1 et 5, la variable aléatoire de Bernoulli associée au IM jeu, la somme des xi est le nombre de fois qu'il peut gagner en 5 jeux. Donc, la somme des xi est le nombre de fois qu'il peut gagner en 5 jeux. Alors, je répète, pour une variable aléatoire de Bernoulli, elle prend la valeur 1 si il a un pile dans la IM lancée, donc x1 c'est 1 s'il observe pile dans la première lancée, donc si il gagne. Pour 2, c'est la même chose et ainsi de suite. Donc finalement, quand on va regarder cette somme, elle est en train de totaliser les 1, donc il est en train de comptabiliser le nombre de fois qu'on peut gagner en faisant le jeu avec cette pièce de monnaie. Donc, la somme d'x est le nombre de fois qu'il peut gagner en 5 jeux. Maintenant, si nous nous intéressons à la probabilité que la somme d'x est égale à 0, c'est la somme. D'abord, essayons de voir la signification de ceci. La probabilité que la somme d'x est égale à 0, ça veut dire qu'il a perdu tout le temps. Il a perdu pendant 5 jeux de suite. C'est 1 sur 2 à la puissance 5. Donc, c'est 1 sur 32. Bon, ici, on a le 5 qui est à côté, mais en fait, c'est 1 sur 2 à la puissance 5. C'est 1
sur 32. Et on se rend compte que finalement, il a raison. C'est une probabilité assez faible. Donc ça, c'est sa première appréciation. C'est les chances qu'il perde 5 fois de suite. Ben oui, c'est 1 sur 32. C'est rien du tout. C'est minime par rapport aux chances de la réalisation du complémentaire de cet événement. Donc 1 sur 32. Maintenant, si nous regardons cette probabilité, c'est en fait cette probabilité qu'il devait regarder plutôt que la précédente. Pourquoi? Bah, parce que les 4 lancées ont déjà été faites et les résultats ils sont là. Donc nous savons déjà que la somme des xi, i allant de 1 à 4, c'est 0. La chose que nous ne savons pas et sur laquelle nous spéculons, c'est ce qui va se passer dans la 5e lancée. Et donc, ce n'est pas du tout la probabilité que nous avions calculée tout à l'heure et qui valait 1 sur 32 qu'il fallait considérer, mais c'est plutôt celle-ci. Seulement, cette probabilité, c'est aussi la probabilité que x5 égale à 0. C'est 1/2 en supposant que le jeu est équitable. Ça veut dire que la pièce est équilibrée. Alors, pourquoi ça? Bah, la raison est très simple. Contrairement aux parieurs, la pièce, elle, n'a pas de mémoire. La pièce, quand elle s'apprêtait à la lancer la 5e fois, elle ne se rappelle pas, elle, que lui a perdu 4 fois. C'est lui qui s'en rappelle. Donc, cette pièce-là, au 5e jeu, elle se comporte comme si c'était la première fois. Donc, comme je viens de dire, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a projeté ce qu'il croit lui sur la pièce, alors que la pièce n'a tout simplement pas de mémoire. S'apprêter à la lancer pour la 5e fois, les choses vont se passer exactement comme pour la première fois. Et donc, ses chances de gagner ou de perdre sont toujours 1/2. Et donc, il a fait un mauvais pari. Et il risque de perdre la grande mise qu'il a pariée de manière erronée, tout simplement parce qu'il n'a pas dissocié entre ce qu'on appelle de manière ordinaire une probabilité d'un événement et ce qu'on vient d'appeler ici la probabilité d'un événement sachant un autre, c'est-à-dire basé sur une information dont on dispose déjà. Alors, il y a une indépendance entre ce qui va se passer la 5e fois et les 4 fois qui précèdent. Donc, je crois que la plupart des temps, nous sommes en train de faire cette confusion entre probabilité conditionnelle et probabilité inconditionnelle. Alors, pour récapituler, la notion de probabilité conditionnelle, de probabilité tout court, on l'a déjà vue, et elle était obtenue de la manière la plus ordinaire possible, à partir des fréquences relatives d'événements. Maintenant, ayant disposé de cette notion, nous avions introduit une nouvelle notion appelée probabilité conditionnelle. Mais cette probabilité conditionnelle, on s'intéresse toujours à évaluer les chances d'apparition d'un événement. Mais ce qui est nouveau, c'est que nous incorporons une information dont nous disposons déjà. Cette information, elle peut nous servir, il peut être utile dans l'évaluation, la nouvelle évaluation des chances. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas d'indépendance. Elle peut ne pas servir du tout, il peut être inutile. Et dans ce cas-là, nous avons une indépendance. Et dans ce cas-là, la distinction entre probabilité conditionnelle et probabilité inconditionnelle est indispensable. Alors, avant de clore cette leçon, je voudrais rajouter un petit exemple élémentaire que tout le monde pourra comprendre. Je m'apprête à lancer un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. En supposant que ce dé est parfait, je peux dire que les chances
d'obtenir n'importe quelle face, c'est un sixième. Il n'y a aucune face qui est favorisée par rapport à une autre si le dé n'est pas truqué. Maintenant, ce dé étant lancé, quelqu'un d'autre peut le regarder et me dire que la face qui est apparue est paire. Alors, je peux utiliser cette information pour réévaluer de nouveau la probabilité ou les chances d'avoir une face. Alors, maintenant que je sais que j'ai l'information que la face qui est apparue est paire, eh ben, je sais qu'il n'y a aucune chance que j'obtiens 1, 3 ou 5. Alors, bien qu'avant cette information, les chances que j'obtiens 1, c'était un sixième. Avec cette information, les chances sont devenues nulles. Donc, je n'ai aucune chance d'obtenir une face impaire. Pour les faces paires, puisque je dispose de cette information, et puisque 3 faces seulement sont concernées, les faces paires, c'est 2, 4 et 6. Le calcul se fera par rapport à ces 3 faces. Et donc, les chances que j'obtiens 2 sont les mêmes que les chances que j'obtiens 4, sont les mêmes que les chances que j'obtiens 6, et ça vaut un tiers et non pas un sixième, puisque là, c'est un calcul de probabilité conditionnelle incorporant l'information dont je dispose. Donc, vous voyez bien que cette information, que la face qui est apparue est paire, m'a été très utile et m'a permis de réévaluer de nouveau les chances d'obtenir une face ou une autre. Donc, si vous voulez, le but d'introduire cette probabilité conditionnelle et cette probabilité inconditionnelle, c'est très lié à cette notion de dépendance et d'indépendance entre événements. Et ceci va nous être très très utile dans la suite. Donc j'espère que j'ai été suffisamment clair pour la distinction capitale entre une probabilité tout court que nous qualifions d'inconditionnelle, bien que avant de parler de proba conditionnel, on n'avait pas besoin de parler d'inconditionnel, mais maintenant qu'il y a proba conditionnel, on la qualifie d'inconditionnelle, et la probabilité conditionnelle qui est toujours calculée en incorporant une information. Et comme j'ai déjà dit, l'information peut être utile parce qu'il peut modifier la proba, et dans ce cas-là, nous avons indépendance. Elle peut être inutile, et elle ne modifiera pas la proba, et dans ce cas-là, nous avons s'il est utile, on a la dépendance. S'il est inutile, nous avons la dépendance. Donc, je crois que j'ai été suffisamment clair et j'espère qu'on retiendra cette distinction qui est capitale. Et j'espère que vous avez aussi vu et bien compris l'exemple du parieur qui a fait la confusion et qui doit l'avoir payé très cher. Merci donc. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que pour des éventuelles questions et pour des demandes d'exercice pour mieux assimiler ce cours, je vous demande tout simplement de vous référer au site web Netuno. Et pour ça, il est facile tout simplement de cliquer sur Mednetu et merci.